Bonjour et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey, présenté par IGA. Aujourd'hui, je m'entretiens avec un gars qui a été, comme ils disent, dans le show. Effectivement, c'est un ancien défenseur, le numéro 23. Il a gagné la Coupe Stanley avec les Ducks. Ici Isabelle Etier et bienvenue dans l'univers hockey de François Beauchemin. François, bienvenue à Femmes d'hockey. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Je suis tellement contente de pouvoir m'entretenir avec toi parce que tu as une super belle carrière. Tu es rendu maintenant plus au niveau management, au développement des joueurs, mais tu as eu un parcours assez incroyable qui a commencé, d'un mineur dans ta région à Sorel. Et après ça, tu as été repêché par le Canadien de Montréal, mais avant ça, tu as fait une petite pause. Tu as gagné la Coupe du Président avec les Titans d'Acadie Batters au niveau junior. Pour après ça être repêché, comme je disais, avec le Canadien de Montréal. Après ça, tu as fait un match avec le Canadien, si je ne me trompe pas. Ta carrière au niveau vraiment de la Ligue nationale a commencé à Columbus. Puis après ça, à Anaheim, où tu as gagné la Coupe Stanley. Pour après ça, tu en allais à Toronto, revenir à Anaheim, t'en aller au Colorado et finalement finir à Anaheim. C'est une vraie histoire d'amour que tu as avec Anaheim. Oui, ça a été. C'est là que tout a vraiment commencé, si on veut, parce que après avoir seulement joué un match à Montréal, j'en ai joué, je pense, 10 ou 11 avec Columbus. Et puis l'échange est arrivé avec les Ducks. Et puis à partir de là, j'ai eu la chance de jouer avec Scott Niedermayer pratiquement tous les soirs. Et puis, veux pas, quand tu as cette chance-là, j'ai su la saisir. Et puis l'équipe s'est mise dans une séquence de victoires jusqu'à temps qu'on remporte la Coupe Stanley en deuxième saison. Donc, c'est là que vraiment tout a commencé. Puis, heureusement, ça s'est finalisé là aussi. Après avoir fait 1 an et demi à Toronto, puis 2 ans avec Colorado, je croyais que c'était terminé après les 2 années au Colorado. Finalement, j'ai eu un appel au mois d'août de Todd Marchand qui m'a demandé si ça m'intéressait de revenir une autre saison, vu qu'il y avait deux défenseurs de blessés dans ce temps-là, Hampus Lindholm puis Sami Vatanen. Donc, j'ai eu cette opportunité-là, puis ça a super bien terminé. C'est bien. Puis, tu sais, là, tu es revenu au Québec depuis la fin. Ça fait pas si longtemps que ça. Tu as décidé d'accepter quand même un poste au niveau dépisteur pour les Ducks pour vraiment être auprès des jeunes. Et dernièrement, tu as été derrière le banc. C'est-tu une future carrière d'entraîneur qu'on voit en toi? Non, c'est ça. J'ai eu cette opportunité-là encore à cause, évidemment, de la COVID. 2 de nos entraîneurs n'ont pas pu venir au match au Canada. Jeff Ward puis Dallas Eakins avaient testé positif, donc ils ont seulement pu rejoindre. Jeff Ward a rejoint l'équipe à Ottawa, et puis Dallas Eakins les a rejoints à Détroit hier. Donc, j'étais là pour 2 matchs. Celui à Toronto, où j'étais sur la galerie de presse avec le micro en communication avec les entraîneurs sur le banc, puis à Montréal derrière le banc. Donc, c'était 2 matchs d'expérience du côté des entraîneurs. J'ai bien aimé l'expérience, malgré le fait qu'il n'y avait pas de spectateurs dans les estrades. Ça, c'était j'ai trouvé ça assez ordinaire. Mais j'ai bien aimé ça, là, mais je vais laisser ça vraiment aux entraîneurs de carrière. Mais tu peux dire qu'au moins tu as une victoire, tu sais. C'est ça, exactement. Entraîneur, une victoire, tout se passe bien. Tu es papa de 3 enfants, puis là, ça me fait rire parce que, on s'est croisés au challenge. Ton garçon joue dans le M18-3, le plus vieux. Et donc, tu peux... Là, tu es entraîneur dans la Ligue nationale, mais c'est difficile d'être entraîneur au niveau des jeunes parce que ça prend absolument tes cartes, ce que tu n'as pas, même si tu as, je ne sais pas combien de matchs dans la Ligue nationale. Moi, j'essaie de m'impliquer le plus que je peux avec l'horaire des Ducks en même temps. Puis lorsque j'ai la chance d'embarquer sur la glace de l'équipe M18-3A, je le fais. Puis même chose avec ma fille qui joue dans une ligue de village, si on veut, à Saint-David, les samedis et dimanches. Puis mon plus jeune, Cédric, qui joue à Tombe 2B avec les Grizzlies de Sainte-Julie. Donc, encore une fois, c'est souvent les pratiques le mardi pour lui. Donc, j'essaie de me déplacer le plus que je peux. Mais j'aime que tu me parles, les 3 enfants jouent au hockey. Fait que toi, ta femme Marc-Claude, tu sais, comme elle t'a suivi dans le hockey encore aujourd'hui, elle est full hockey, elle est vraiment là-dedans. J'aimerais ça que tu me parles
toi, de ton enfance, ton hockey mineur à toi, parce que bon, on connaît beaucoup ta carrière professionnelle, mais comment ça a commencé pour toi? Étais-tu un joueur ou prospect déjà, tu étais super bon ou ça a été plus sur le tard ton développement? Comment ça s'est passé? Moi, j'ai grandi à Sorel, puis j'ai joué pour les Mariniers de Sorel, tout mon hockey mineur jusqu'à Bantam. Déjà au hockey mineur, je me promenais entre l'avant-défense, avant-défense. J'ai finalement été à temps plein à la défense à partir de Bantam 2A. OK. Avant ça, à Tombe, puis oui, je jouais à défense, des fois je jouais à l'avant, puis j'aimais bien les deux. Donc, rendu Bantam 2A, c'est là que j'ai vraiment Et ton envol. j'ai changé pour un défenseur à temps plein. Puis c'était la même année, la même chose du côté du midget 3 avec les riverains du Collège Charlemagne. J'ai commencé à jouer à défense cette année-là. Après ça, j'ai été repêché par le Titan de Laval en première ronde pour 7e overall cette année-là. Avec Jonathan Girard comme premier choix, Vincent Lecavalier avait été Ouais. arrivé. C'était un gros repêchage. Le Titan avait 4 choix dans les 16 premiers. Et puis, Jean-François Lortie et Éric Chouinard qui a été repêché pour le Titan aussi cette année-là. Ce qui nous a permis d'avoir une bonne équipe pour la troisième année lorsqu'on a déménagé à Bathurst. Là, Ouais. le propriétaire Léo Guy Morissette avait fait des gros échanges pour aller chercher Roberto Luongo, puis Ramsey Abil, Mathieu Benoît, Bouchard, Alain Charbonneau. On avait vraiment une grosse C'est équipe. une Là. équipe, On a là. réussi à gagner la Coupe du Président, puis d'aller à la Coupe Memorial à Ottawa. C'est quand même toutes des belles expériences. Tu sais, tu te retrouves de pouvoir t'en aller là-bas. Bathurst, c'est une belle ville, je la connais bien. C'est une ville hockey, vraiment. C'est à peu près la seule chose qui a comme intérêt pour les gens, malgré qu'il y a des super belles brasseries, les gens sont fins, mais je veux dire, c'est quand même tout un changement de te retrouver à Laval, même si tu partais de Sorel, puis t'en aller à l'autre bout comme ça. Comment tu as vécu ça? Oui, ça n'a pas été facile au début, mais j'avais une super bonne famille de pension. Georgette et Aurèle Haché qui m'avaient accueilli chez eux. Euh, Évidemment, l'aréna était pleine. C'était vraiment une belle aréna Ouais. junior à Bathurst. C'était environ, je pense, 3500 spectateurs, quelque chose comme ça. L'aréna de pratiquement neuve, le centre Casey Irving dans le temps qui s'appelait. Puis la première année, lorsqu'on est arrivé, ben, comme je le disais, on avait une super bonne équipe. Donc, les partisans Rendez-vous. étaient remplis pratiquement à chaque match. Et puis, l'ambiance était vraiment bonne. Les gens sont tellement gentils là-bas, tellement bien appréciés de, de ce moment-là pour une équipe junior d'arriver là. Surtout avec Laval, où on avait des foules, c'était difficile. Ouais. Les 2 dernières années du Titan, il y avait des journées, des matchs qu'on avait 100, 150 spectateurs, tout simplement. Puis, on part de ça, puis on s'en va à 3500. C'était bien plein à Bathurst. Donc, c'est une très belle expérience. C'était difficile de quitter là, parce que c'était comme la première fois, je m'en allais vraiment loin. Mais j'ai vraiment aimé ça, comme je disais, là, Aurèle puis Georgette, ils m'avaient accueilli de très bonne manière. Mais tu étais un gars de famille. Fait que, tu sais, tu t'es retrouvé dans une famille qui t'a accueilli, puis ça a dû faire comme une différence d'avoir la bonne famille. Tu me fais penser, tu sais, présentement, bon, au Canada, il n'y a pas personne dans les estrades. Tu dis que toi, quand tu étais junior, il n'y avait presque pas personne. Là, ça a fait une grosse différence de te retrouver à Bathurst avec comme une aréna pleine. Parce que ça peut expliquer un peu, des fois, les performances de certaines équipes qui ont peine à jouer lorsque c'est dans une aréna sans spectateurs. Mais c'est sûr que chaque joueur réagit différemment. Euh, Puis, veux pas, tu peux réagir de manière lorsque ça va bien, tu réagis d'une autre manière lorsque ça va mal. Quand ça va bien, tu aimes ça qu'il y ait du monde dans les estrades. Quand ça va mal, ben, tu es quasiment content qu'il n'y en ait pas. Donc, Bien sûr. le fait de ne pas avoir de personnes dans les estrades aussi, le joueur peut jouer différemment. OK. La pression de voir les partisans être là, c'est certain qu'il n'y a pas personne qui gère ça de la même manière. Puis, euh, Il y en a que ça nourrit, puis il y en a d'autres, c'est comme un peu, ça enlève un exact- stress. exactement, exactement. Donc, c'est ça, comme je te disais, quand tu joues bien, tu es content d'en avoir. Quand ça va moins bien, tu es content que ce soit pas là. Bon point, bon point. Bon, là, tu es au développement des joueurs. Tu dis que pour toi, c'est important d'être avec ces jeunes-là, de les accompagner sur la glace, en dehors de la glace. Quel est le message que tu veux passer? C'est quoi pour toi qui est important comme en tant qu'humain, de dire OK, moi, ce que je veux faire comme différence auprès de ces jeunes-là?
Si je me remets dans le fond, si je me mets à leur place, lorsque moi je jouais, dans le temps, avant ça, des gars de développement des joueurs, il n'y en avait pas beaucoup, il n'y en avait pas vraiment. Ça a commencé, je ne sais pas, peut-être il y a une dizaine d'années. Maintenant, les équipes avec le cap salarial, puis les échanges sont difficiles à faire. Donc, chaque équipe doit vraiment développer les joueurs qui repêchent à leur maximum pour avoir les meilleurs joueurs possibles. Puis, c'est pour ça qu'ils engagent beaucoup de personnel du niveau du développement des joueurs. Puis pour nous, notre travail, c'est vraiment de les aider à se développer le mieux qu'il faut. Puis moi, je suis là pour les parler, spécialement pour les défenseurs, aussi pour les joueurs d'avant, mais spécialement les défenseurs. Des petites choses qui peuvent améliorer dans le match, de pas se décourager quand ça va mal. Puis, c'est des petites affaires. Lorsqu'une blessure arrive, j'en ai eu beaucoup, moi, personnellement. Ben oui, Donc, c'est ça. je sais de quoi qui passe. Donc, c'est de ne pas se décourager lorsque ça arrive, de prendre les choses du mieux que tu peux. Tu profites du temps que tu es blessé pour travailler d'autres choses que tu n'aurais pas de temps si tu jouais à tous les matchs. Donc, c'est tout des petites choses comme ça qui fait que chaque équipe maintenant engage 3, 4, 5, 6, le plus de joueurs possible, d'anciens joueurs qui savent de où ils ont passé. Ouais. Mais dis-moi, est-ce que tu penses qu'il y a une grosse différence pour les jeunes d'aujourd'hui dans la façon qu'ils s'entraînent versus toi à ton époque? Bon, tu dis que tu as eu plusieurs blessures. Ça peut-tu avoir une différence parce que plus jeunes, on leur apprend justement à travailler leur corps, à développer certains muscles pour le long terme versus que ce n'était pas la norme à ton époque, là? Non, une grosse différence. C'est maintenant, tout est surveillé, la nutrition est surveillée, l'entraînement, les programmes. Oui. Pratiquement, un joueur va prendre une couple de semaines de congé en fin de la saison, puis tout de suite après, ben, c'est le temps de recommencer à s'entraîner pour la saison d'après. Donc, c'est pas. C'est un travail, puis les joueurs, il faut qu'ils s'entraînent pratiquement l'année longue. Là. Je te dirais 48 semaines sur 52. Puis toi, ça a été comme un changement aussi quand tu es arrivé à Anaheim. Ce que j'ai pu comprendre d'un de tes partenaires de jeu qui a dit que la grosse différence a été qu'on t'a demandé de t'entraîner, de faire un changement dans ton éthique de travail, qui était une éthique de travail sur la glace, oui, mais en dehors de la glace, qui a probablement fait une grande différence dans ta carrière par la suite. Oui, lorsque je suis arrivé à Anaheim, j'étais environ 220 livres. Euh, et puis l'entraîneur Randy Carlisle, il avait joué, lui, défenseur dans la Ligue nationale. Il avait environ le même type de physique que moi. Puis là, ce qu'il m'avait vu avec les Ducks, lorsque je suis arrivé, il m'avait tout de suite dit, regarde, si tu peux perdre une dizaine de livres, ça va beaucoup t'améliorer pour ta vitesse, pour te déplacer. Puis tu vas quand même être assez fort physiquement pour être capable de jouer physique. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai embarqué sur le vélo, puis j'ai mangé de la salade pendant 2 semaines, et puis j'ai commencé à jouer. Ça a super bien été après ça. Puis là, tu as gardé la salade, mais tu as gardé aussi le steak puis les desserts. Non, à un moment donné, ouais, c'est ça. Là, juste la salade, là, quand on joue 82 matchs, ça ne marche pas tout le temps. Hein. On a quand même besoin de force. Dis-moi, tu t'es fait voler ta bague, la Coupe Stanley au Ouais. Colorado. Raconte-moi ça, là. C'est assez Ouais, spécial celle-là, comme histoire. j'étais sur la route au Minnesota, puis on avait une patinoire extérieure au Colorado. J'avais avec 4-5 personnes qui venaient monter la patinoire lorsque j'étais sur la route. Et puis, ma femme m'appelle lorsque je suis sur la route. Elle dit, on s'est fait voler. Je suis comme ça, on s'est fait voler. Elle dit, ben oui, elle dit, les gars Non. qui montaient la patinoire. Moi, j'ai engagé un gars, mais là, lui, il engageait du personnel pour venir l'aider. Et puis, un des gars, il y avait on a su par après qu'il y avait des problèmes de consommation de drogue, puis d'alcool, puis tout ça. Il est rentré dans la maison chez nous, puis on avait un Rottweiler, on avait un gros chien, mais là, il montait à patinoire dehors. Fait Fait que qu'il le le Rottweiler ne connaissait. pensait pas que c'était un voleur. Tu sais, il savait que c'était qui, Ouais. puis il a probablement rentré dans la maison, puis il s'est mis à flatter le chien comme si de rien n'était. Puis il est allé dans notre garde-robe, il a volé des bijoux à ma femme, puis ma bague de la Coupe Stanley. Fait que là, j'ai dit, ben voyons donc. Fait que j'ai appelé tout de suite la sécurité de la Ligue nationale qui s'en ont occupé. Ça n'a vraiment pas été long. Je pense que ça a pris 4-5 jours. À un moment donné, ils ont vérifié les pawn shops. Le gars, il avait mis c'est une bague ou des boucles d'oreilles à ma femme à vendre sur le pawn shop. Puis c'est comme ça que Ils l'ont les retracé. policiers l'ont retracé.
Puis. Mais là, il ne s'est pas négocié une peine moins légère? Le policier m'a demandé, c'est ça, le policier m'a demandé ça te dérange-tu qu'il fasse 6 mois de prison, 3 mois de prison? J'ai dit, moi, ça ne me dérange pas le nombre de temps qu'il fasse en prison. Moi, je veux juste me battre la Coupe Stanley. Fait qu'il fasse une semaine de prison, ça ne me dérange pas. Arrangez-vous que vous voulez, mais moi, je veux ma bague. Fait que, ensuite de ça, j'ai eu ma bague peut-être une semaine ou deux après, mais je n'ai pas entendu parler de la personne. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait de temps en prison. Je n'ai jamais eu besoin de le voir ou de faire affaire avec. C'est quand même spécial. Le gars se négocie une peine de prison parce qu'il dit « Je t'ai volé, mais je vais t'ordonner. » C'est ça. C'est un peu weird. Des bijoux, tu peux en acheter tant que tu veux, mais la bague de la Coupe Stanley, là, c'était spécial. C'est pas quelque chose que vraiment tu peux faire n'importe quand. Non, ça a une valeur sentimentale. C'est unique. Là. Non, tout à fait. J'ai trouvé ça très cocasse. Dis-moi, qu'est-ce qui nourrit ta passion, François? Je sais pas. J'adore. J'ai toujours aimé le hockey, évidemment. Puis j'ai aimé ça être impliqué. Lorsque j'ai pris ma retraite, je ne voulais pas m'impliquer tout de suite. Puis j'ai fait d'autres choses. J'ai fait une couple de voyages de chasse. J'adore la chasse aussi à l'automne. Et puis lorsque le printemps arrive, j'adore faire ça. Mais lorsque Todd Marchand m'a demandé si je voulais embarquer, j'avais commencé tranquillement. Là, ça allait donner que dans ce temps-là, Maxime Comtois jouait pour les Voltigeurs de Drummondville, ce qui n'est pas trop loin de Sorel. Puis je suis allé voir une coupe de match. Puis là, la piqûre est comme revenue en moi. Puis j'ai continué à rester impliqué comme ça avec les Ducks. J'adore ça. J'adore ça, être autour des joueurs, autour de voir l'équipe, comment est-ce que ça réagit. Tu peux sortir le gars de la patinoire, mais pas la patinoire du gars. Tu sais, le hockey reste là, ça fait partie de ta vie. Puis en plus, tes enfants jouent, fait que tu peux les suivre, être présent pour eux, puis c'est très agréable. Je t'amène dans mon segment de tir de barrage. Fait que c'est des ceci ou cela. Puis deux fois, tu peux me dire pourquoi, mais on commence. Es-tu plus sucré ou salé? Sucré. Sucré. Ton petit dessert, comme on disait tantôt. Le dessert quasiment à chaque repas. T'es plus un gars de matin ou soir? Plus un gars de soir. OK. Des fois, le matin, ça me prend une alarme pour me réveiller. Si je n'ai pas d'alarme, je ne me réveille pas. En même temps, tu sais, comme là, tu sais, le time change, la différence d'heure, des fois, de se retrouver, d'être dans l'ouest, dans l'est, ça peut... Moi, c'est ainsi, je n'ai pas de misère à me lever. C'est ainsi, même avec le décalage, là, à 4-5 heures du matin, je suis réveillé. OK. Là, je vais te poser la question parce que tu as fait la paire avec Scott Niederdiamond. Oui, on a Niederdiamond. C'était Diamond, hein? Ça, c'est un beau bloopers, hein? Je ne suis pas capable de le dire. On va aller les Diamond. Niedermeyer, c'est pas compliqué? J'essaie de le dire trop vite. Donc, tu as fait la paire avec Scott Niedermeyer. On peut rire. J'ai de la misère à le dire. C'est pas grave. Tu as eu beaucoup de temps de glace, mais toi, ton rôle aussi était très dans la force, la mobilité, l'endurance. C'est-tu plus puissance ou endurance que tu es? Moi, je dirais plus endurance, ouais. Beaucoup de temps de glace avec Scott et puis Chris Poirier, justement, en finale des séries de la Coupe Stanley, lorsqu'on a gagné en 2007, on est les trois, je pense qu'on était en haut de 35 minutes de moyenne par match, si je me rappelle bien. Là, c'était des chiffres que tu ne verras pratiquement pas ça parce qu'aujourd'hui, le temps de glace est beaucoup plus égal. Puis la manière que le jeu est joué, tu ne pourrais pas suivre le tempo veut pas à 35 minutes par match, spécialement durant les séries éliminatoires. Ça ne te tente pas de revenir? On a besoin de défenseurs à Montréal. Non, je ne suis plus capable de faire ça. Si je te demande, changer le passé ou voir le futur? Voir le futur. Non, le passé, je suis content de comment ça s'est déroulé. Je ne changerai pas ça. Si je te donne un super pouvoir, voler ou être invisible? Voler. Voler? Ouais, je ne piloterai pas un avion, là, mais je volerais de pouvoir voir ça du haut des airs. Oui, non, c'est. Ben, puis j'imagine que tu dois voler des fois aussi quand tu vas à la chasse. Tu vas, tu sais, comme tu es un gars. Je suis dans le tree stand, oui, c'est ça. Je suis dans les airs dans le tree stand, puis j'essaie de voir les choses du mieux que je peux.
Maintenant, place aux femmes. À Femmes d'hockey, on aime ça mettre en valeur les femmes qui évoluent dans l'univers du hockey. Ça peut être le hockey féminin, ça peut être une femme qui est dans les médias ou dans l'industrie du hockey. Qui est la femme d'hockey, toi, qui t'inspire, François? J'ai joué avec Charline Labonté, justement, Oui, la, c'est vrai. la gardienne de but à Bathurst. Puis c'était elle, dans le fond, qui était une des. Bien, évidemment, il y avait eu Manon Réaume qui a passé avant elle, là, mais c'était elle que j'ai connue dans le domaine du hockey en premier. Puis, évidemment, Chantal Maccabé, RDS, qui a commencé RDS lorsque j'étais tout jeune, puis qui travaille encore, ben, là, qui est rendu avec le Canadien. Donc, c'était ces deux femmes-là à qui je pense en premier lorsque je pense d'une femme dans le hockey. Bien entendu. Puis, tu sais, Charlune, elle a eu une. Tu sais, elle a été très présente au niveau junior majeur. Elle a gardé les buts. Tu sais, Manon, elle a passé. Elle a fait quelques parties, mais c'est plus Charline qui a eu une présence au niveau junior majeur, là, bien entendu, qui a une carrière dans l'ombre parce qu'elle était au même moment aussi au niveau de l'équipe nationale là, que Kim Saint-Pierre, mais qui mérite tout à fait à ce qu'on la nomme. Et aujourd'hui, bon, tu as ta fille qui joue. Tu vois-tu des grandes différences ou des grands enjeux justement pour le hockey féminin? Y a-t-il quelque chose qu'on pourrait faire pour aider le hockey féminin à avoir un peu plus de place ou une meilleure envol? Pour ça, je ne peux pas répondre vraiment à cette question-là. Ma fille joue avec des gars. OK. Donc, du village, ce n'est pas juste une équipe de filles. Donc, OK. je pense qu'ils ont seulement 3, 4 filles qui jouent. Une avec elle, peut-être une autre dans une autre équipe, là. Mais comme je te dis, elle, c'est plus seulement les samedis, dimanches. Et puis, je pense que pour le hockey, elle est mieux, je pense, si on lui donnait le choix, si elle voulait faire du ski ou du hockey, je pense qu'elle aimerait mieux le ski alpin. Donc, OK. elle aime jouer au hockey pour être avec ses amis et avoir du plaisir. Là, mais si on dit une fin de semaine qu'on va aller faire du ski à la place, elle aimerait mieux faire du ski. Mais elle joue vraiment récréatif. Elle joue au hockey pour jouer. Elle ne joue pas pour développer Oui. une carrière. C'est le Non. plaisir. Elle, c'est son activité sportive. Mais je trouve ça intéressant d'entendre ça parce que souvent, au niveau féminin, c'est comme s'il faut que tu veuilles une carrière. Sinon, ben, tu ne joues pas au hockey. Je trouve ça beau de voir une jeune fille dire ben, moi, je veux jouer, puis je veux jouer comme ça, puis c'est correct. Puis je joue avec les gars parce que c'est l'équipe qu'il y a dans mon coin, puis je fais mon petit bonheur avec ça. Exactement, exactement. Le hockey est un jeu de passe, donc la passe sur la palette, on a besoin souvent d'un assist pour faire un but. Quelle a été la personne ou le moment ou l'organisation qui t'a fait une passe à la palette, qui a fait une différence dans ta vie ou dans ta carrière? Ben, l'organisation, c'est les Ducks, c'est certain. Ouais, hein. Puis le joueur, ça serait Scott Niedermayer. Pour moi, c'était l'aide que j'ai eu besoin, si on peut, ou la chance que j'ai eue de jouer avec lui. Euh, je me rappelle, moi, qu'est-ce qu'il disait, c'était en joke, évidemment, là, mais il dit occupe-toi des coins, puis il dit je m'occupe des coins, occupe-toi du devant du filet. Moi, des fois, je pourrais rester devant le but, puis lui, il allait chercher les rondelles dans les coins, patiner dans la zone offensive, puis c'était le premier à back-checker. Puis, mais, pour moi, c'était lui, évidemment, qui a fait que j'ai eu une carrière aussi longue que ça, je pense. Mais vous aviez une belle paire. Dans le fond, vous étiez très complémentaires. Puis, tu sais, ce que je comprends, c'est que c'était un gars qui était très imprévisible. Tu sais, il voyait des jeux, il fallait que tu suives. Fait que toi, tu avais cette capacité de t'adapter puis venir pallier. Fait qu'un et l'autre, vous permettiez à l'autre d'être meilleur. Tu sais, je pense que ça a Exactement. permis de. C'est ça, je pense que chaque joueur joue bien avec certains joueurs, puis que ça n'a pas obligé d'être deux joueurs offensifs. Ça peut être un joueur offensif, un autre défensif, un agressif, comme Chris Pronger était avec Sean O'Donnell. Pour nous, c'était ça qui est les duos qui fonctionnaient le mieux. Puis, parce que tu aurais pu penser que Chris Pronger et Scott Niedermayer, on va les mettre les deux en même temps, mais ça Non. ne pourrait pas marcher aussi bien, évidemment. C'est une question des fois de lecture de jeu. Quand tu peux penser ce que l'autre joueur pense, les choses se déroulent pas mal mieux sur la glace. D'avoir cette pensée-là, c'est vraiment intéressant. Penses-tu que le fait que tu as joué longtemps en avant et en arrière t'a aidé justement à avoir une vision du jeu différente, ça a eu un impact Peut-être. dans ton Peut-être hockey que sense? oui. Peut-être que oui, ça l'aide
Je pense que c'est plus facile pour un défenseur de lire ce qu'un joueur d'avant va faire que d'un joueur d'avant d'essayer de lire ce que le défenseur va faire. OK. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, là, mais je pense ça. Écoute, je te crois sur parole. J'ai pas mal moins d'expérience que toi sur la glace à jouer. Le regarder, je suis pas pire. Le jouer, c'est une autre paire de manches. Ouais. Je te donne l'occasion maintenant de faire une passe sur la palette à un organisme ou à une personne. À qui tu devrais faire ta passe sur la palette? Oh, un organisme ou une personne. Personnellement, je suis associé à Sorel avec la fondation du Cégep de Sorel-Tracy, Oui. qui est une fondation pour amasser des sous pour aider les élèves du Cégep, évidemment. Puis, j'étais avec eux depuis, je crois, depuis 2006 ou 2007. Et puis, évidemment, normalement, c'est un tournoi de golf qu'on fait à chaque Oui. année au club de golf Les Dunes de Tracy, mais malheureusement, évidemment, à cause du COVID, ça n'a pas eu lieu les 2 dernières années. Et puis, mais sinon, c'était un super beau tournoi depuis 13-14 ans là, que ça se passe au mois de juin d'habitude. Et puis, Marc-André Fleury s'est joint à moi, Anthony Anthony. Beauvillier. Puis, donc, c'est une super belle journée en espérant que ça revienne le plus tôt possible. Bien, on l'espère, on le souhaite tous qu'on puisse retrouver nos activités à tout le moins cet été. Là. Il me semble qu'après 2 ans, il serait temps On est qu'on dû, là. puisse. On est dû. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Écoute, vestiaire, ben, si tu passes dans le vestiaire, pas besoin de rester dans le vestiaire, pas en femme d'hockey. En tout cas, on aime ça entendre des anecdotes inédites, racontables, mais quand même quelque chose de cocasse ou des motifs que tu as envie de nous partager aujourd'hui. Teemu Selanne dans les séries de la Coupe Stanley, il avait parlé qu'on avait besoin de jouer comme une bouteille de ketchup. Tu fermes le bouchon de la bouteille, tu pèses sa bouteille, puis le ketchup explose. Fait que ça, c'était son fait cocasse à Teemu. Après ça, je pense qu'il a dit ça en deuxième ronde, si je me rappelle bien. Il dit, là, Teemu, avec son accent, il dit là, les boys, on a besoin de la bouteille de ketchup. Il dit là, il faut que ça l'explose. Non, je pense que c'est contre Détroit. Fait que, puis là, ça l'a donné que ce match-là, justement, il a marqué en prolongation du côté du revers, puis il a fait voler la bouteille d'eau. Ah, fait que là, c'était la bouteille de ketchup. C'était un gros but pour lui puis pour l'équipe. Puis, mais ça revient de la bouteille de ketchup. Écoute, c'est très drôle. C'est la première bouteille de ketchup. Écoute. Moi, je pense pas qu'elle avait sorti cette anecdote-là. Là. On avait parlé souvent entre nous autres, là, mais je pense pas qu'on avait déjà parlé dans les médias. Ben écoute, je pense qu'on va prendre la bouteille de ketchup maintenant, puis on va essayer de faire de la bouteille de ketchup avec des équipes qui ont besoin d'un peu d'effervescence présentement. Ben François, merci d'avoir pris le temps de venir nous raconter un peu plus ton histoire, ton parcours avec tes valeurs familiales, ton authenticité, ta force de caractère, puis d'adaptation surtout. Fait que merci, c'était un beau moment passé à ta compagnie. Ça me fait plaisir, c'était bien le fun.